Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jeanne, bonjour Myriam. Pour présenter le fonctionnement, nous avons discuté finalement ensemble par rapport à ce format. Donc, ce que nous souhaitions, c'est plutôt proposer une forme de discussion, une discussion organisée autour de plusieurs thématiques. Donc, nous allons interagir tous les trois et toutes les trois pendant environ 45 minutes. Et ensuite, on ouvrira un moment de questions-réponses avec le chat. Ce qui ne permettra pas quelque chose de très fluide, mais voilà, on essaiera en tout cas de pouvoir ensuite ouvrir la discussion qu'on a organisée tous les trois avec les participants et les participantes du webinaire. Donc, on va tout d'abord aborder la question de la genèse, un petit peu de nos positionnements à tous les trois sur la question de l'accent, pour ensuite aborder un peu un état des lieux finalement de la question des idéologies sur la question de l'accent. Et on finira par nos orientations, alors à la fois en termes de recherche et orientation plus générale, sur les potentiels de transformation qui se posent sur la question de l'accent. Alors, pour commencer sur cette question de la genèse, quand on a préparé finalement cette discussion, il y a un élément qui est apparu, une sorte de paradoxe qui a émergé à la fois sur nos positions personnelles en tant que chercheurs, mais aussi par rapport à nos terrains. Et donc, il nous semblait intéressant de commencer ce webinaire sur trois questions. D'où on parle, dans quoi on puise nos réflexions par rapport à l'accent, que ce soit en termes de discipline, de terrain et ou d'histoire, et essayer de donner chacun et chacune notre propre définition de l'accent de manière bien sûr synthétique. Donc, peut-être que je peux laisser la parole à Myriam d'abord, ensuite Jeanne, et je terminerai de manière synthétique sur ces positionnements. Ok, merci beaucoup Grégory. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, comme ça vient d'être dit, on s'est retrouvés pour discuter des questions des accents et tout de suite est apparue la question épineuse du paradoxe, puisque en fonction de qui l'on est, d'où l'on vient et comment l'on cherche, bien évidemment, on se rend compte de différences ou en tout cas de positionnement on dirait, complexe. Donc, moi, je viens de l'enseignement du FLE à l'étranger. Et c'est à ce moment-là, en tant qu'enseignante de FLE à l'étranger, que j'ai remarqué une forme de rupture entre ce qu'on propose en tant que formation initiale ou pour les enseignants de français langue étrangère, langue seconde, et puis les réalités multiples et complexes que l'on peut rencontrer lorsqu'on est sur le terrain de la classe, de l'apprentissage des langues, et plus particulièrement du français, et avec la question de comment, enfin la question du coup déjà paradoxale, de comment on peut accompagner les demandes que formulent les apprenants et les apprenantes sur une forme de fantasme d'un accent qui serait celui d'un locuteur ou d'une locutrice natif. Donc, on reviendra bien sûr là-dessus, mais voilà, j'ai été confrontée à cette question-là. Qu'est-ce que c'est que ce vœu, ce souhait des apprenants? Et donc, bien évidemment, cette question de la nativité, elle m'a renvoyée à questionner des disciplines, à puiser dans des disciplines pour pouvoir répondre, non pas en termes de contenu de formation, quoi faire avec les apprenants, mais plutôt déconstruire ces principes tout faits liés aux accents, apprendre le bon accent, avoir le bon accent. Et donc, il a fallu que j'aille puiser à la fois dans la didactique de l'oral, la médiation phonétique, on en reparlera plus tard, mais surtout la sociolinguistique, pour ce qui est du rapport, alors on va dire du poids à la norme pour faire simple là, et puis l'ethnographie de la communication pour développer la problématique de l'hétérogénéité, reconnaissance de l'hétérogénéité, acceptation de l'hétérogénéité, pardon. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai travaillé par la suite en thèse, en m'intéressant aux représentations des accents en formation linguistique obligatoire, donc en contexte français métropolitain, pour des stagiaires adultes en formation FLI, donc français langue d'insertion intégration. Pour ce qui est de la définition de l'accent, je vais me dérober et piquer
une définition, enfin reprendre une définition d'Aline Moyer que je trouve tout à fait pertinente, puisqu'elle dit que l'accent véhicule, au-delà de ses aspects segmentaux et suprasegmentaux, véhicule voilà, une forme d'idéologie en lien avec des affiliations sociales et situationnelles, pour reprendre ses propos. Voilà pour la jeunesse de mon côté. Merci Myriam. Jeanne? Alors, moi, je suis donc Jeanne Meyer, je suis maître de conférence en sciences du langage et plus particulièrement en sociolinguistique. Je m'intéresse donc aux relations d'influence entre les pratiques langagières et le monde professionnel, en portant une attention toute particulière sur le moment de l'insertion professionnelle, qui est pour moi donc un moment clé de l'intégration. J'ai axé mes recherches sur notamment les phénomènes de catégorisation déclenchés suite à la perception d'un stimulus langagier type accent. Et je m'appuie à la fois sur la sociolinguistique, mais aussi sur la psychologie sociale pour tout ce qui est travail sur les concepts de représentation ou d'attitude notamment. La genèse donc de ma recherche, elle s'est trouvée pendant ma période de stage, de thèse, où j'étais confrontée donc à un milieu professionnel pour répondre comme beaucoup à des besoins alimentaires, milieu professionnel de la vente dans lequel en fait la pratique langagière était perçue comme un critère de recrutement légitime et où on accordait une importance toute particulière à l'accent des candidats ou des vendeurs pour répondre, alors il était dit en observation participante, donc à un besoin d'identification de la part des clients. Aujourd'hui, donc ma recherche se poursuit dans ce sens-là, c'est-à-dire que je travaille sur l'objectif particulier de comment faciliter l'insertion professionnelle des jeunes que l'on forme aussi en milieu professionnel par le discours. Je prends le parti de capitaliser aussi sur les responsabilités pédagogiques que je peux exercer en ce moment, c'est-à-dire que je suis responsable au sein de mon département métier du multimédia et de l'Internet, donc tout ce qui est digital, du placement des étudiants en stage et en alternance sur le territoire de Sarcelles, donc en banlieue nord de région parisienne. Et je travaille notamment à comment optimiser leur discours pour faciliter leur insertion professionnelle. Dans ce webinaire, donc, je considère l'accent comme un symbole identitaire au sein d'une pratique sociolangagière plus globale, en partant du principe que ce symbole identitaire va déclencher chez celui qui perçoit une réponse en termes de représentation, qu'elle soit catégorisante ou non. Et pour revenir sur la dimension paradoxale, donc le paradoxe que je vois entre mes recherches et mon accompagnement des jeunes en insertion professionnelle, c'est d'un côté la nécessité, effectivement, comme le disait Myriam, de déconstruire toutes les représentations qui sont catégorisantes et non opérantes lors de l'insertion professionnelle, et de l'autre côté, la difficulté concrète d'agir sur le terrain auprès des recruteurs qui sont finalement les réels acteurs de cette insertion professionnelle. Merci Jeanne. Et c'est vrai que voilà, dans les discussions qu'on a pu avoir au préalable pour préparer cet échange, on s'est retrouvé finalement sur cette question d'une certaine forme, encore une fois, de paradoxe entre ce qu'on a pu expérimenter sur le terrain. Alors c'est vrai que de mon côté, je me suis formé au français langue étrangère en même temps que je suivais ma formation initiale. Et c'est vrai que c'est la confrontation parfois de positionnement ou de déconstruction qui était amorcée dans les enseignements que je suivais, mais en même temps, se retrouver dans des institutions où il y a justement des idéologies linguistiques ou didactiques qui sont préexistantes et qui finalement imposent de se poser la question de d'accord, je me positionne de cette manière sur le plan théorique, mais en même temps, il y a une réalité qui amène à toute autre chose et on en reparlera tout à l'heure sur les potentiels de transformation, mais c'est vrai que ça a été le point commun, ça a été de remarquer en tout cas ce paradoxe qui peut exister parfois entre des réalités concrètes de terrain, des positionnements par ailleurs qui peuvent être de recherche ou d'autres positionnements tout simplement, et ce qui se passe au milieu dans ces interactions entre le terrain et nos positionnements, on va dire, plus théoriques. Alors, pour revenir sur cette question du terrain, on a voulu repartir finalement pour questionner les réalités idéologiques, les questions de poids de la norme et les relations parfois avec des territoires au sens large. On a souhaité repartir à partir de nos recherches, enfin de vos recherches,
et de commenter 2 extraits, citations de publications qui seront des appuis ensuite pour développer d'autres thématiques autour de ces idéologies. Donc peut-être Myriam, tu peux contextualiser finalement cette citation et on verra si on réagit ou si elles amènent directement finalement au terrain de Jeanne. Oui, tout à fait. Donc, quand je propose de considérer la question de l'accent sous le prisme des sentiments d'appartenance, d'affiliation, mais également des résistances et des obstacles, donc là, je parle directement de la question de l'appropriation du français en contexte de migration et notamment pour un public captif ou ultra captif, si on considère les formations linguistiques obligatoires. Là, c'est vraiment la question de vouloir garder, perdre ou prendre un accent. Le petit clin d'œil au congrès qui se tiendra à Grenoble en mai sur cette thématique. Là, c'est pour montrer que les questions d'accent ne sont pas uniquement une espèce d'envie individuelle, quelque chose d'isolé, mais plutôt qu'il faut le mettre en lien, à mettre en lien avec un système de représentation, des idéologies linguistiques et aussi des impensés en didactique. Ça questionne à la fois l'appropriation de la langue française, puisque là, on en parle, là, c'est notre sujet, mais aussi ce que cette nouvelle langue va venir bousculer dans l'ordre établi, qui est parfois fragile, des répertoires linguistiques en lien avec les parcours de et en langue. Et donc ici, par exemple, adopter un accent. Alors on voit que ce terme, il renvoie directement à la filiation, donc c'est aussi intéressant. Voilà, mais adopter un accent, ça peut signifier à la fois intégrer, s'insérer dans un nouveau groupe, mais ça peut aussi signifier une désaffiliation, une défiance par rapport à une certaine communauté. Et là, pour le cas puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, ça peut aussi signifier une certaine reconnaissance symbolique. Donc, pour bien m'insérer, alors là, on reprend des discours politiques en lien avec les migrations, mais pour bien s'insérer, pour être respectueux du pays d'accueil, c'est ce que j'ai pu trouver par exemple sur le terrain de thèse, il faudrait prendre l'accent français sans pouvoir le définir puisque c'est tout là l'objet de nos recherches, mais aussi, du coup, abandonner, puisque c'est toujours dans ces termes très forts, abandonner celui qui serait lié aux origines. Alors, je reviendrai plus tard la suite, mais c'est d'où ces freins, ces résistances dont je parle, ces obstacles, puisque, en gros, ça voudrait dire être marqué par l'altérité, marqué comme différent par rapport à son groupe d'origine, même si c'est plus complexe que ça, ou insérer un nouveau groupe sous le coup d'une obligation ou d'une volonté, bien évidemment, puisqu'on n'est pas que sur des schémas qui empêchent l'agentivité. Mais ici, voilà, c'était cette thématique-là que je souhaitais aborder dans cet article du numéro de Glottopol. Et il me semble que ces sentiments finalement d'appartenance qui sont auto- et hétéro-projetés renvoient aussi au terrain de Jeanne et renvoient directement à ces questions. Peut-être que Jeanne, tu peux... Alors, pour repartir un petit peu de la citation de Myriam, donc, que je rejoins bien évidemment, notamment autour du terme d'appartenance, je pars du principe dans mes recherches que l'appartenance, ça contient à la fois les appartenances réelles, les appartenances supposées, les appartenances perçues, les appartenances subies aussi, et que par là même, en fait, l'importance des représentations dans les rapports humains d'une manière générale conduit à des systèmes de mise en place de représentation catégorisantes. Et comment ça se produit selon ce que j'ai pu faire et selon ce que je vais développer un petit peu après, c'est le stimulus accent motive une perception et donc une sélection de traits saillants qui vont ensuite devenir des marqueurs qualifiants servant à intégrer ou discriminer pour partir des extrêmes. Juste un petit exemple ou une petite remarque sur l'actualité, qui date déjà d'un an, mais je ne sais pas si vous avez vu passer le post de Sarah Lazri qui dénonce une discrimination par l'accent sur LinkedIn. Donc, elle fait un post qui provoque énormément de réactions, puisqu'on est à plus de 13 000 réactions et puis 1900 commentaires, parmi lesquels on retrouve de nombreux témoignages similaires de
une dénonciation donc, de la discrimination par accent qui est explicitement énoncée pendant les entretiens ou à la suite des entretiens. Et ce qui est assez, donc ce qui va dans l'ordre de l'appartenance réelle ou supposée, perçue, subie. On voit en fait dans les commentaires quand elle répond aux différentes réactions sur son poste d'origine, disant que j'ai 3 ans d'expérience en tant que business developer et je me fais refouler parce que soi-disant j'ai un accent. Elle revendique donc qu'elle n'a pas d'accent tout court. Elle a juste sa façon de parler, une petite mélodie algérienne, rien de plus, avec un sourire. Donc voilà, pour exemplifier ce premier point. Et sur donc les éléments que vous voyez à l'écran, donc pour resituer un petit peu cette recherche-là, donc il s'agit de 2 enquêtes qui sont sur des territoires différents et à des époques différentes. Donc bon, la comparaison est à prendre avec parcimonie, bien évidemment. La toute première a lieu à Rennes en 2010 avec 167 informateurs qui sont considérés susceptibles de fréquenter le milieu de la vente en tant que clients. Et la deuxième donc, a lieu sur le territoire de Sarcelles en 2015 avec 52 informateurs susceptibles de fréquenter le milieu de vente, cette fois-ci en tant que vendeurs. Et l'idée, c'était de les faire réagir selon la méthodologie du locuteur masqué à des stimulus accents, alors que vous allez entendre, qui vont vous faire sourire, ultra réagir aussi parfois, parce que certains sont très caricaturaux. J'en suis bien consciente, mais l'idée, c'est de provoquer les représentations et les stéréotypes qui peuvent émerger de ces écoutes-là. Donc, dans ce cadre-là, c'est de travailler donc à l'émergence de ces représentations en tant qu'outil de détection, de traduction et d'interprétation de ce qui environne l'individu selon l'acception qu'en fait Jodelet en 99 notamment. Alors, voilà, on va écouter parce que c'est rigolo aussi comme méthode de recherche, le locuteur masqué. Le premier point, donc, c'est on peut dégager en fait de la mise en parallèle de ces deux enquêtes sur des territoires et sur des périodes différentes qu'il y a des similitudes malgré tout. Donc, la première, c'est la bande sonore numéro 6. Qui est considéré, qui construisent un locuteur qui a, selon tous les informateurs donc, des 2 contextes, le moins d'accent avec une pratique socio-langagière qui est considérée le plus comme un atout pour l'intégration professionnelle. Je ne sais pas si Grégory, tu peux la passer, la numéro 6. Bonjour madame, je peux vous aider? Vous venez chercher une commande, je vais vous demander de me suivre. Voilà, alors j'ai besoin de votre nom. Madame Gnamel, jeans gris. Taille 38, c'est bien ça? Je vais vous faire patienter 2 petites secondes, le temps que j'aille le récupérer en réserve et vous installe en cabine pour que vous puissiez l'essayer. D'accord? Donc celle-là, en fait, dans les 2 échantillons d'informateurs est co-construite comme ayant le moins d'accent et cette pratique étant considérée comme le plus atout pour l'insertion professionnelle. Après, on a la bande sonore numéro 1 qui est perçue, elle, comme représentant un locuteur ayant un fort obstacle pour l'insertion professionnelle. Si tu peux la passer, la 1, s'il te plaît. Bonjour madame, je peux vous aider? Vous venez chercher une commande, je vais vous demander de me suivre. Voilà, alors j'ai besoin de votre nom. Madame Namel, jeans gris, taille 38, c'est bien ça? Je vais vous faire patienter 2 petites secondes, le temps que j'aille le récupérer en réserve et vous installer en cabine pour que vous puissiez l'essayer, d'accord? Alors celle-ci, elle avait vocation, cette bande sonore-là, à être plus un échantillon test de réaction parmi les autres échantillons sonores, de façon à susciter vraiment de la réaction, donc ultra catégorisante. Et on a les bandes sonores numéro 2 et 7 qui, selon les contextes, donc, sont considérées comme ayant le plus d'accent parmi les autres, mais pas nécessairement celles qui conduisent à considérer la pratique socio-langagière comme un obstacle. Pour le coup. Bonjour madame, je peux vous aider? Vous venez chercher une commande. Je vais vous demander de me suivre. Voilà, alors j'ai besoin de votre nom. Madame Gnamel, jeans gris, taille 38, c'est bien ça? Je vais vous faire patienter 2 petites secondes, le temps que j'aille le récupérer en réserve et vous installe en cabine pour que vous puissiez l'essayer. D'accord?
Alors, à partir de ces éléments-là, en fait, je questionne la potentielle stabilité de l'ancrage et du partage des représentations dans l'imaginaire collectif au niveau espace-temps, puisqu'on n'est pas sur les mêmes territoires, on n'est pas sur les mêmes populations, pas sur les mêmes rôles d'informateurs non plus, et pas sur les mêmes périodes. Voilà. Je sais pas. Bonjour madame, je peux vous aider? Vous venez chercher une commande, je vais vous demander de me suivre. Voilà, alors j'ai besoin de votre nom. Madame Gnamel, Jansgris, taille 38, c'est bien ça? Je vais vous faire patienter 2 petites secondes, le temps que j'aille le récupérer en réserve et vous installer à la cabine pour que vous puissiez l'essayer, d'accord? Voilà. Alors, à partir de ces exemples et ces extraits qui sont aussi, je pense, importants quand on travaille sur l'accent, justement, d'avoir accès à cette matière, on a pu échanger et on souhaiterait aborder et discuter autour de plusieurs points. Le premier point qui émerge et qui est un petit peu transversal, c'est la question du plurilinguisme et le fait de maîtriser plusieurs langues. Alors, on a choisi plurilinguisme, on pourrait choisir d'autres termes, translanguaging ou autres. Peut-être Myriam, si tu veux réagir sur cette question du plurilinguisme et forcément de l'accent. Tout à fait. Pardon. En fait, dans nos discussions, il est apparu clairement que les enjeux de pouvoir qui sont sous-jacents à ces questions d'appropriation en contexte d'insertion, alors c'est quand même spécifique, hein, c'est peut-être pas valable pour tout contexte, et encore une fois, c'est justement à travailler depuis le terrain, mais visiblement quelque chose qui est transversal, c'est la non-reconnaissance du plurilinguisme, des plurilinguismes des locuteurs et des locutrices, donc soit une non-reconnaissance, soit une non-valorisation, et plus particulièrement là, une altérité à chaque fois qui est marquée sans cesse par une assignation à un caractère étranger, donc je mets des guillemets à étranger, mais vous venez d'où, quel est cet accent, je ne connais pas cet accent, avec au choix une question plutôt sympathique ou une question qui renvoie à, par exemple, je ne connais pas cet accent, je ne souhaite pas discuter avec vous, ou je ne comprends pas, par exemple, dans ce qu'on a pu entendre, moi j'ai tout compris, donc on voit bien que la question, c'est pas la compréhension, mais c'est bien ce à quoi renvoient les accents. Et donc, on voit bien qu'on a besoin, à chaque fois qu'on est dans des interactions, de situer l'autre par rapport à soi ou par rapport à un groupe. Et donc, là, on reviendrait, pour, en tout cas, reconnaissance du plurilinguisme, de l'altérité, à cette idéologie très forte que l'on peut avoir alors en France notamment, mais avoir pour d'autres terrains, avec cette idée de locuteur légitime, selon Bourdieu, mais avec cette idée de légitime car non accentué. Et on revient sur cette idée de norme qui serait monophonique de la langue française, avec le plurilinguisme, et encore une fois, pas tout plurilinguisme, du plurilinguisme en lien avec des langues non valorisées, et qui dit langue non valorisée ou non reconnue, on parle bien de personnes, de locuteurs et de locutrices derrière. Donc il y a bien cette question de la difficile acceptation de l'hétérogénéité, avec ce locuteur, cette locutrice alors natif, enfin du coup je mobilise moi aussi ce terme-là alors que j'aimerais m'en passer, mais dénativisé, je ne sais plus qui l'avait employé, mais véritablement, là, on voit bien que il y a cette question de rapport un certain mythe, un fantasme de la part à la fois des apprenants quand ils souhaitent travailler ces questions-là, mais aussi du côté de la formation, et aussi du côté là, des recruteurs. Jeanne nous a permis de découvrir en tout cas m'a permis de découvrir un certain milieu, mais voilà, le centralisme très fort, la question du mythe du bon locuteur, ou alors là, ici, on a vu bon candidat, bonne candidate, c'est bien évidemment quelque chose, comme tous les mythes, des opérateurs de compréhension, mais qui renvoie aussi à des questions éminemment sociales, puisqu'il est bien évidemment question, lorsqu'on parle d'accent,
alors, je ne sais pas si c'est tabou, mais si je pense, mais tabou ou d'euphémisme, on parle des accents des autres pour les marquer dans quelque chose qui souvent ne relève pas d'accent, compris comme des habitudes segmentales ou suprasegmentales, mais bien évidemment, notamment pour renvoyer à des réalités sociales, à des catégorisations sociales et raciales, puisque là, on n'en a pas parlé, mais bien évidemment, voilà, il y a d'autres études qui travaillent en ce sens, où des prises de parole identiques avec des locuteurs de provenance, d'origine différente, provoquent des réactions différentes chez les interlocuteurs et interlocutrices. Donc voilà, on voit bien là qu'il y a un poids des idéologies, des normes et une non-reconnaissance du plurilinguisme qui déborde ce cadre-là et qui touche à des questions bien évidemment sociales et raciales. Tout à fait. Et je pense que la question qu'on se pose ici, c'est vraiment cette question aussi altéritaire. Alors, ça sera peut-être le dernier point, donc je ne vais peut-être pas trop avancer, mais c'est comment finalement l'autre va jouer sur cette perception, cette construction de l'accent au sens large. Alors, c'est vrai que tu parlais du bon locuteur. Je pense qu'aussi sur ton terrain, on peut parler du bon citoyen et finalement du bon candidat du côté du terrain de Jeanne. Et peut-être que tu peux donner des réactions par rapport à cette question du bon candidat qui est en lien avec les accents. Et d'ailleurs, l'accent peut être le premier ou le dernier élément, parce qu'on le sait bien, par exemple, sur un CV, le prénom peut déjà jouer, la photo peut déjà jouer avant même d'arriver à l'accent, ou l'inverse, l'accent peut être le premier élément qu'on va rencontrer dans certains types de recrutement. Et je te laisse réagir. Alors, sur le terrain de l'insertion professionnelle, bien évidemment, je rejoins vos propos à tous les deux. J'ajouterais que le plurilinguisme n'est pas forcément non reconnu. Il y a un certain plurilinguisme qui n'est pas reconnu, pas valorisé, et certains, au contraire, sont ultra valorisés, pourtant très peu opérationnels dans les milieux de l'insertion professionnelle. Je pense notamment, parce que là, je vous ai montré un petit morceau de cette étude-là, mais en gros, il y a d'autres questions sous forme de questionnaires à échelle d'attitude, etc. Et on voit par exemple une survalorisation, alors on le sait tous, mais une survalorisation dans les discours, dans la perception d'un plurilinguisme marqué d'une pratique anglophone, quand bien même il s'agirait d'être voilà, vendeuse sur un territoire essentiellement francophone, ou en tous les cas perçu comme tel. Donc voilà pour la petite nuance. Et après, je rejoins totalement le propos tenu par Myriam. Alors pour exemple, donc je place des étudiants de deuxième année dans le multimédia en stage. Et il y a à peu près un an, donc il y a un recruteur qui me contacte, qui me dit qu'il a un besoin dans son service com digital d'un stagiaire en développement web, et qu'il va travailler sur des compétences très techniques, il n'y a pas de relation client, etc. C'est la mise en place d'une banque de données et la conversion d'un site web en application. C'est une personne que je connais parce qu'elle est intervenue dans une des formations dans lesquelles j'interviens également. Donc voilà, on a un lien qui est déjà tissé en amont, et elle me décrit le profil choisi et mentionne toutes les compétences techniques. Mais elle dit aussi qu'il faut qu'il s'exprime bien. Donc, je lui demande de développer un petit peu son propos, et il m'explique il ne faut pas qu'il y ait d'accent, tu comprends, c'est en mairie, il faut que ce soit propre. Attention les oreilles, propre. Donc, je suis restée extrêmement dubitative sur le recrutement du jeune profil, et donc j'ai mis de côté ce critère qui lui paraissait opérant pour lui proposer les profils les plus compétents par rapport à son besoin technique, parmi lesquels il y avait certains locuteurs qui étaient plus accentués que d'autres par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme une norme. Mais mon pouvoir d'action, en fait, se limitait là, et c'est là qu'intervient le paradoxe, c'est que la volonté de valoriser des profils qui pourraient permettre une prise de conscience de la part des recruteurs sur le terrain est bien présente, et j'essaye, dans la mesure de mon possible, de mettre en place différentes initiatives pour tenter de contribuer à cette prise de conscience, mais à côté de ça, le recruteur reste le seul qui recrute, et il a donc préféré un locuteur qu'il considérait plus normé, plutôt qu'un candidat meilleur et qui était plus compétent. En fait. Et là, ça illustre parfaitement donc, une situation glottophobe, telle que Philippe Blanchet le décrit aussi. Et sur ce terrain du recrutement, c'est vrai qu'en échangeant, bon, c'est vrai que finalement, on a un peu un miroir avec Myriam et moi-même, qui sommes tous les deux plutôt tournés vers
l'enseignement du français comme langue étrangère et les terrains professionnels qui sont plutôt les tiens. Mais on peut retrouver la même chose. C'est ce qui a émergé dans les discussions avec Myriam. Peut-être que tu voudras réagir, Myriam, aussi sur l'enseignement des langues. Et on le sait, on le reconnaît tous, malgré les travaux, en tout cas, qui portent sur la question de l'enseignant dit natif ou non natif et les possibilités de transformation des apprenants par rapport à ce seul critère, en tout cas, du natif non natif. D'ailleurs, formé ou pas formé, souvent, on pose moins la question. Et donc, elle se pose notamment dans l'enseignement des langues à partir du niveau C, plutôt B2, C1, où on retrouve soit les institutions, soit les apprenants qui sont en attente du bon locuteur, alors plutôt France métropolitaine, etc., etc., et où se pose la même question, d'autant plus dans ce type de milieu où, à contrario peut-être du terrain de professionnel général, où on est largement sensibilisé à la francophonie, à la diversité linguistique, et c'est là où, encore une fois, ce paradoxe réémerge de manière importante sur ces questions. Mais peut-être que Myriam, tu veux réagir. Oui, effectivement, la question de l'accompagnement, alors là, je me positionne plutôt du côté de mon activité professionnelle et de recherche de maintenant, plus sur la thèse, mais en étant au sein d'une équipe à Le Mans Université de didactique des langues qui véritablement s'intéresse aux parcours divers et à la diversité dans les apprentissages et l'enseignement. On se rend bien compte qu'on se trouve malgré tout confronté à des difficultés de type, voilà, les offres de stage mentionnent encore, des offres de stage et d'emploi mentionnent encore pour certaines d'entre elles français langue maternelle ou français natif. Et donc, on se retrouve à déconstruire cela avec les étudiants et les étudiantes, tout en ayant bien évidemment peu de poids. Actuellement, on en viendra, on pourra en discuter pour la fin, pour l'ouverture et les potentiels de transformation, mais on se rend bien compte que là, il y a quelque chose sur lequel on n'a pas encore, je suis plutôt optimiste, mais on n'a pas encore de prise, c'est-à-dire, voilà, c'est ce partage de représentation qui sont absolument pas fondées, on le sait, ni scientifiquement ni linguistiquement, mais qui sont très fortes et qui ont un pouvoir de décision au sein même des institutions de diffusion de la langue française, puisque on voit bien qu'on peut accepter dans certaines structures des enseignants dits non natifs. Alors, on parle bien évidemment enseignants formés, hein, je parle de... Voilà, non natifs jusqu'à un certain niveau. Donc, ce pourrait être un public intéressant pour des apprenants débutants, mais par contre, lorsque l'on vient à une forme de complexité, si tant est que l'apprentissage commence par du facile et finisse par du difficile, on sait bien que c'est faux aussi, mais voilà, avec cette idée très forte de, voilà, pour les petits niveaux, puis pour les niveaux avancés. Et donc, bien évidemment, ça pose aussi une hiérarchisation très clairement au niveau des emplois, de leur rémunération et, voilà, et de la qualité des emplois avec voilà, les contrats courts, etc. C'est des travaux qui ont aussi été menés en partie et que, à mon avis, on aurait tout intérêt à poursuivre pour voilà, participer à une dynamique commune. Alors, pour essayer de rester dans notre temps, c'est vrai que toutes ces réflexions-là, finalement, elles amènent... alors, on a construit finalement dans nos échanges, et là, on les a bien retranscrits à travers ces échanges dans le webinaire sur finalement ces différents niveaux de paradoxes qui existent, des paradoxes à la fois sur ce qu'est un accent en fonction des situations, en fonction des contextes, en fonction de ce qu'appellent ces accents en termes d'idéologie en fonction des contextes. On voit aussi que sur le terrain professionnel notamment, on a aussi ce paradoxe-là qui est qu'en fonction des besoins, on ne va pas forcément attribuer la même fonction, éventuellement la même limite glottophobique par rapport à des recrutements. Et donc, se posent des questions finalement de transformation. Quelles sont les transformations qui sont possibles par rapport à ces paradoxes ? Et donc, il y a les questions juridiques. On sait qu'il y a la question de la glottophobie qui tend maintenant, à travers la loi, à être mieux reconnue, en tout cas à devenir un élément juridique qui pourra être pris en compte dans la loi, mais aussi la question de la construction de climat de sécurité, insécurité. Et si ça vous convient, je vous propose qu'on passe justement sur la question des transformations à la lumière de ces deux points, qu'on pourra par ailleurs réaborder après si vous le souhaitez et si des éléments réapparaissent.
Donc, notre question pour les 15 prochaines minutes, c'est justement ces potentiels de transformation, puisque, encore une fois, dans nos discussions, on est parti du principe qu'il y a ces paradoxes, qui est de dire, voilà, il y a des travaux qui montrent que réellement, il y a une discrimination sur l'accent lors des recrutements, qu'il y a des phénomènes d'exclusion sociale qui peuvent se faire à travers l'accent, que par ailleurs, il y a des travaux aussi, que ce soit en linguistique, en phonétique ou en psychocognition, qui montrent que le cerveau aussi réagit à des formes d'accent qui montrent qu'il y a une sorte de transgression par rapport aux attentes. Et en même temps, de l'autre côté, on a tous les travaux en sociolinguistique, en psychologie sociale qui montrent aussi la nécessité de créer des cadres d'inclusion, des cadres de sécurité linguistique qui permettent justement aux individus de créer, trouver leur place dans une société, au sens polysémique, là, je vais prendre, vu que ça marche aussi pour les entreprises. Et donc, notre question a été de se poser, maintenant qu'on pose cet état de fait, quels sont les potentiels de transformation à l'intérieur de cette situation? Donc, on a déterminé différents éléments et le premier qui nous a semblé important de rappeler finalement, c'est que l'accent en soi n'est pas quelque chose de figé, de déterminé et en soi qui serait uniquement objectif, qui serait purement une association directe entre des variations phonétiques ou phonologiques qui seraient contraires ou en opposition à la norme et qui provoqueraient un seul type de réaction. Et donc, en ce sens, on est arrivé à réfléchir et à assumer le fait que l'accent serait plutôt un processus qui serait dynamique et qui serait en lien avec des sentiments, comme on l'a dit tout à l'heure, d'appartenance, de diversité, voire de microagression. Et là, je vous laisse réagir l'une ou l'autre en fonction de ce qui avait été discuté. Comme tu veux. Je peux commencer, puis à ce moment-là, on va nourrir l'interaction par la suite. Moi, je pense sincèrement, donc pour ce premier point, que l'éducation, au sens large, représente le fil conducteur à nourrir pour pouvoir permettre alors, si ce n'est d'enrayer, au moins d'atténuer ces phénomènes, notamment lors de l'insertion professionnelle. Et quand on parlait tout à l'heure, Grégory évoquait les microagressions qui sont donc des remarques insidieuses qui pointent une personne du doigt en raison d'une caractéristique linguistique donnée, selon Elatiana Razafi notamment. Il me semble incontournable dans les potentiels de transformation d'alerter à la fois les apprenants et les candidats en insertion professionnelle, de rester bien réceptifs à ces micro-agressions et à ce qu'elles vont conditionner dans le climat de l'insertion professionnelle. Ça, ce serait le premier point, selon moi, qu'il faudrait développer sur l'accent comme processus dynamique. C'est rester bien vigilant aussi sur toutes les représentations et microagressions qui vont émerger suite à ce qui sera construit comme une altérité aussi. Oui, je rebondis, Jeanne, parce que j'ai le sentiment là que dans les potentiels de transformation, ça passe aussi par nous. Donc, juste à titre d'exemple, j'ai évolué par rapport à une certaine terminologie. Et maintenant, j'ai l'impression que la question de l'assignation identitaire, donc le marqueur, je parlais de marqueur social identitaire, j'ai l'impression que cette assignation identitaire, maintenant, à la lumière aussi de travaux plus récents, elle ne reflète pas la dynamique processuelle de l'accent, des accents en tout cas, et que une possibilité de transformation serait, plutôt que de renvoyer au caractère identitaire systématiquement, serait de travailler justement la diversité et l'acceptation de la variation et des styles, pas uniquement vers les publics dits étrangers, mais vers toutes et tous, c'est-à-dire que accepter que l'on puisse avoir à un moment donné dans une interaction tel ou tel style, tel ou tel accent, et tel autre dans un autre environnement, bien évidemment, sans oublier que pour avoir justement ces capacités, voilà, ces facettes diverses, il faut bien évidemment pouvoir être armé, entre guillemets, et donc pouvoir définir ce qui est considéré comme bon dans certains
dans certains environnements, dans certaines communautés de pratique, mais aussi accepter et former à la diversité. Et je pense pas que ça soit un vœu complètement pieux, notamment dans nos domaines du français, langue étrangère, langue seconde, puisque les étudiants et étudiantes que l'on forme aujourd'hui seront celles et ceux qui seront en responsabilité demain, et demain c'est tout de suite. Et donc, on peut imaginer que cette idée d'acceptation, de formation à la reconnaissance voilà, à la diversité puisse permettre, alors ouais, je l'espère, non pas une assignation identitaire, un renvoi à une altérité marquée comme négative en fonction des origines sociales, mais voilà, accepter que l'on puisse, par exemple, avoir une forme de parler en classe, puisque c'est celle que c'est souvent ce que l'on adopte indépendamment d'un accent étranger ou pas, une forme de parler avec les amis, etc. Et donc, ne pas marquer des différenciations comme étant une espèce voilà, une déviance par rapport à qui l'on est, puisque on a le droit d'avoir justement voilà, cette pluralité voilà, d'habileté, de compétences. Et on en vient du coup aussi à l'agentivité qui me semble ici être aussi un focus, voilà, une mise en lumière différente de ce que sont des variations, sans parler d'accent étranger particulièrement. Alors, je rebondis directement. En fait, quand je parlais d'alerter les apprenants et les candidats, je ne faisais pas de distinction sur le fait ou non d'avoir un accent perçu, etc. Et l'écho au terme que tu prenais tout à l'heure, un accent perçu étranger ou catégorisé comme tel. C'est les apprenants et les candidats dans le public plutôt étudiant d'une manière générale. Et ça me permettait d'amorcer le deuxième volet qui me semble nécessaire et à mon avis, décisif aussi dans la façon dont on va construire les publics de recruteurs de demain, c'est une inclusion systématique dans les programmes de formation de toutes les disciplines. Un volet sur ce point-là. Alors, pas sur nécessairement la sensibilisation aux discriminations et violences dans le cadre professionnel, c'est-à-dire pas associer ce qui est perçu comme une diversité de pratiques socio-langagières à un contexte négatif de discrimination, de rejet, de ségrégation, etc. Mais inclure malgré tout, d'une manière directe ou indirecte, le fait qu'on s'appuie à certains moments sur des corpus dans le cadre de nos enseignements, notamment de préparation à l'insertion professionnelle, puisque c'est ce que je fais majoritairement en termes d'enseignement, sur l'opérationnalité d'un locuteur considéré non normé dans sa pratique socio-langagière. Je pense qu'il faut former les recruteurs de demain et donc les recruteurs de toutes les disciplines et tous ceux qui sont dans un processus éducatif. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'entendais tout à l'heure. Oui, et ça retourne. Bon, on verra les questions après, mais il y a une question qui porte sur aussi la perception de ce qui est convaincant ou pas convaincant en lien avec l'accent. Et il me semble, encore une fois, comme vous le rappelez très bien toutes les deux, qu'il y a une sorte de cercle vicieux qui est qu'à partir du moment où il y a un côté humaniste finalement quand même de l'éducation. Après, bon, on peut se positionner de différentes manières, mais il me semble, en tout cas, ma position, c'est qu'il y a une partie aussi humaniste dans le côté éducatif qui est de laisser la possibilité d'émerger, de croire à son agentivité. Et c'est vrai que je trouve très intéressant les travaux sur l'agentivité qui montrent que pour qu'il y en ait une, il faut d'abord croire qu'on a le droit d'en avoir une. Et que ça, il me semble quand même que ça fait partir de ce que vous avez mentionné, de sensibiliser à travers des corpus, de montrer qu'il y a d'autres possibilités que le fait de supprimer son accent. Et c'est un petit peu, encore une fois, ce cercle vicieux. C'est si je ne crois pas à mon agentivité, du coup, je vais essayer de supprimer mon accent. Donc, il y a déjà une micro-agression par rapport à soi-même qui fait que on va pas être dans une posture permettant d'être totalement convaincant, etc., etc. Et bien sûr, cette agentivité-là, elle se co-construit avec les objectifs des apprenants. Et il ne s'agit pas non plus de dire, parce qu'encore une fois, on l'a bien rappelé, qu'il y a des situations dans lesquelles l'accent amène à des formes de discrimination et ou de glottophobie, et que donc, on a aussi, notre rôle, c'est de permettre de prendre conscience de ces phénomènes-là et de laisser les apprenants développer cette agentivité, d'être capables finalement de choisir par eux-mêmes quelle est la voie qu'ils prennent.
comme il nous reste peu de temps, c'est vrai qu'on va peut-être aborder les 2 derniers points en discutant, et on revient à ces paradoxes qu'on a tous, toutes les 3 finalement bien discutés, c'est de dire que voilà, nous, on a construit des positionnements scientifiques à partir de terrains qui sont très spécifiques et que nous avons nous-mêmes construits et participés, donc dans lesquels on amène la question sur l'accent à être réfléchie et parfois déconstruite, mais que dans la réalité, on se retrouve confronté à des situations dans lesquelles, voilà, sur le milieu professionnel, le milieu de l'insertion, quels que soient nos positionnements, nous ne sommes pas les décideurs finaux, et donc il y a cette question de comment on peut amener, et on le sait, si un recruteur, ce qu'on discutait avec Jeanne dans nos préparations, si un recruteur, on lui dit ah ben non, on n'est pas d'accord, donc dans ce cas-là, on ne vous envoie pas des candidats, ça se fera forcément au détriment du candidat et ni du recruteur, ni de nous-mêmes en tant que chercheurs par rapport à nos positions. Et c'est vrai que la question de la recherche, et ça va permettre de passer aussi à la dernière partie qui est en termes de projet, c'est aussi de penser que du coup, la recherche, elle a aussi cette place-là, ce rôle-là, de faire participer les institutions, de faire participer les apprenants, candidats et individus dans un processus de recherche collaborative, d'intervention et action. Et je crois, dans nos discussions, on était arrivé à ce point-là, c'est de penser aussi que la recherche, elle est un peu ce médiateur qui va permettre de faire bouger ces lignes parfois en impliquant finalement les acteurs à différents niveaux. Peut-être que vous voulez réagir et en même temps, je pense qu'on peut aborder la dernière partie sur les projets. Donc, si vous voulez faire du lien avec des projets actuels que vous avez qui permettront aussi de rendre plus concrets ces positionnements qui parfois peuvent donner l'impression sur le terrain d'être un petit peu trop théoriques et fantasmés venant de chercheurs dans leur tour d'ivoire. Donc voilà, je vous laisse la parole. Je peux juste présenter quelque chose qui s'est fait à Le Mans Université auprès des bénévoles de la formation linguistique, donc une forme d'accompagnement des bénévoles qui font cours, ateliers auprès des adultes en migration et qui avait une très très forte demande de phonétique, alors présentée comme telle, puisque, et là je cite un peu librement parce que je n'ai pas la citation sous les yeux, mais l'idée qu'il faut, dans l'urgence, apprendre à bien parler, et ce bien parler était directement mis en lien avec des compétences, des habiletés phonétiques, sans mentionner la phonologie, mais on sait bien que du coup c'est phonétique et phonologique. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas en quelques heures former un public non averti et qui n'a pas, voilà, qui a énormément d'autres choses à faire, pour parler très clairement. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est en partie répondre à cette demande, ne pas nier la demande qui est, il y a des problèmes en phonétique, on aimerait avoir du coup une formation en phonétique, ne pas nier la demande, mais plutôt la transformer à partir de réactions co-construites justement sur mais alors qu'est-ce que c'est quoi le problème, pourquoi un problème déjà et finalement essayer de déconstruire. On l'a utilisé très souvent mais avec l'accent je pense que c'est un petit peu c'est notre doxa du coup. Voilà, à chaque fois déconstruire ces questions. Est-ce qu'il s'agit véritablement de difficultés de prononciation ou alors de marquage de l'accent en tant que musique, etc., de la langue, ou alors est-ce qu'il s'agit plutôt de sortir de cette question du segmental et du suprasegmental pour aller vers autre chose. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette autre chose? Et là, on peut mobiliser à la fois des concepts en sociolinguistique, directement liés aux questions de plurilinguisme, etc., etc. Donc, ça, par exemple, c'est un projet qui a été mené. C'est très petit parce que c'est local, mais je crois là pour le coup que ce localisme en termes de discussion et de l'ancrer dans un territoire avec des données particulières, ça me semble voilà, être une petite pierre en tout cas à l'édifice, si édifice il y a. Là, je te suis totalement sur la dimension de l'action locale pour amener une pierre à l'édifice. Donc, nous, dans les formations professionnalisantes, on est en pleine réforme du format même du diplôme, ce qui va inclure qu'on va
accompagner des étudiants pour l'insertion professionnelle sous des formes de stage, d'apprentissage et sur 3 ans. Moi, ce que je souhaite mettre en place auprès de ces étudiants qui vont être confrontés en tant que candidats et qui seront futurs recruteurs plus tard, c'est un suivi de profils qui vont être sensibilisés, peut-être plus réceptifs à cette thématique-là sur les 3 années et bien au-delà idéalement, de façon à pouvoir voir quel type d'action fonctionne sur ces publics-là en tant que candidat, puis en tant que recruteur aussi, puisqu'on a la chance d'avoir des liens privilégiés avec nos promotions qui nous permettent un suivi sur de nombreuses années après. Et alors, bon, la façon de sensibiliser ou oui, faire réfléchir en tous les cas sur le poids des représentations qu'on peut avoir sur notre façon d'être et notre façon d'envisager l'altérité pourrait très bien être le même type de protocole que ce que j'ai pu faire avec les locuteurs masqués, les inclure dans la façon de construire. Alors, je voyais dans les commentaires tout à l'heure le fait de remplacer accent par accentuation pour peut-être refléter aussi plus la dimension processuelle qui me paraît complètement cohérente aussi, réfléchir sur ces notions-là, sur tout ce qui va être considéré comme pratique socio-langagière autre, ou en tous les cas construit comme autre, de façon à voir comment ça peut faire son bonhomme de chemin au fur et à mesure des années chez les jeunes futurs recruteurs de demain. Oui, tout à fait. Et bon, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est par exemple, notamment en FLE, ces questions-là sont souvent abordées. Alors, apparaissent de plus en plus dans les manuels. C'est vrai que dans les manuels du niveau B1, on commence à voir des choses qui apparaissent sur la francophonie, par exemple, et notamment des exercices où on va essayer de repérer, identifier des différents traits qui pourraient être représentatifs d'une certaine norme dans ces espaces géographiques de la francophonie. Et actuellement, j'essaie de monter un projet au niveau A2 parce que je m'intéresse aussi dès les petits niveaux, comment on fait pour commencer à sensibiliser à cette question d'agentivité, puisque c'est le moment où on construit, on stabilise des choses. Et bon, pour l'anecdote, travaillant à Rouen, donc j'ai un groupe de A2 en ce moment, et donc je les sensibilise par exemple à l'accent normand. Et on voit finalement que ça donne du sens dans leur apprentissage parce que c'est ce qu'ils retrouvent. Alors souvent, ce sont des publics qui sont soit en couple avec des personnes de la région normande, etc. Et j'ai bien aimé parce qu'on a travaillé sur un extrait en parler normand il y a quelques semaines. Et un des apprenants a dit « Ah ben oui, j'ai entendu la dernière fois mon beau-père parler comme ça, il a dit tel mot de cette manière-là et maintenant je comprends. » Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on comprend. C'est vrai qu'on n'a pas trop abordé les questions de territoire, centre et périphérie, mais c'est vrai que ça permet aussi cette question de réancrer les apprentissages dans un territoire et là où en tout cas on se positionne, on se situe à un moment donné sur des apprentissages.